Les vraies voix du foot, 20h-21h, Tonton Maurizio. Salut à tous, c'est Tonton Maurizio sur Sud Radio pour notre nouveau rendez-vous, les vraies voix du foot, l'incontournable émission du vendredi soir 20h-21h sur Sud Radio où on vous parle vraiment de football. Je suis toujours accompagné de Pierre Grégoire ici présent. Comment ça va mon Pierrot ? Ça va, merci. Bonsoir Maurizio, bonsoir les amis, bonsoir tout le monde. Très content de vous retrouver. Soir de gala ce soir. Le Paris Saint-Germain joue sa qualification en partie face à Manchester City. Voilà, on va y venir, on va en parler. On a un petit souci. On a notre ami Farid Bouadla qui est bloqué avec notre invité sur la route. Comme bien le match du PSG, c'est bouché complet. Il pleut des cordes à Paris si vous êtes en province. Voilà, c'est une catastrophe la région parisienne. Et la météo. Et donc on démarque tous les deux. Voilà, nos invités vont arriver. Je vous le dis tout de suite, c'est monsieur Richard Duhautois. On va parler, alors il est écrivain, économiste, chercheur en économie du football. Il va nous expliquer tout ça. Voilà, on l'attend d'une minute à l'autre. Ils sont sur la route, ils sont bloqués. Voilà, ça arrive, c'est comme ça, c'est les inconvénients du direct. Au sommaire, on a déjà posé la question sur nos réseaux, Sud Radio, Instagram, voilà X, l'application X, bien voilà, sûr, Twitter, à laquelle vous avez commencé à répondre. Vous êtes nombreux à nous répondre. Est-ce que le PSG va s'en sortir ce soir face à Manchester City ? Ah là. Voilà, on attend vos réponses. Je développe maintenant ou je développe tout à l'heure On développera tout à l'heure. Il y a des choses à dire. Voilà, je vous donne le sommaire tout de suite. Le sommaire, on aura Bastien Aubert de notre partenaire butfootballclub.fr qui nous fera un petit retour sur le match de Lille hier et de Monaco. On parlera un petit peu je crois qu'il a 2 infos mercato à nous donner. Je crois que notre invité arrive. Non, je vois un monsieur qui ressemble à notre invité. Alors non, ce n'est pas lui. Non, c'est pas lui. Ok. Alors je continue et on reviendra. Donc on parlera un petit peu de ce soir du match de Manchester Paris Manchester City. Ça y est, je sais plus ce que je dis. Tu veux. Ça y est. Et puis voilà, on développera tout ça. Et puis avec notre invité, on parlera surtout. On aura des sujets très importants, dont la Ligue 3 à venir. Oui, voilà. La création de la Ligue 3 professionnelle qui remplacerait le national, enfin qui va remplacer à l'aube de 2026. Bon, on en développera aussi tout à l'heure, mais c'est un sujet intéressant. Restez avec nous, on va apprendre plein de choses. Voilà, on revient tout de suite après ça avec Bastien Aubert de butfootballclub.fr. À tout de suite. L'info du jour avec butfootballclub.fr. Est-ce que Bastien est au téléphone avec nous ? Tout à fait, bonsoir Bastien. Oui, bonsoir les amis, je suis là. Cette voix chantante. Je vais faire la même vanne que toutes les semaines. Et bonjour Bastien. Bastien, il pleut ici, toi tu nous amènes le soleil. Ouais, je vous amène le soleil, mais un petit peu grippé quand même, je tiens à vous le dire. Oui, je l'ai au téléphone, il a accepté de participer alors qu'il est un petit peu mal foutu. De l'eau citronnée, voilà. Bastien, de l'eau citronnée. Allez, avant de nous donner les 2 infos importantes que tu vas nous donner concernant le Paris Saint-Germain, parle-nous un petit peu de Lille hier. Ouais, écoutez les amis, on a vu une belle équipe de Lille, à Liverpool, ils ont perdu plein en film, mais franchement c'était une équipe plutôt cohérente. C'est un beau match. Ouais, ils ont fait un sacré bon match, un sacré bon début de match surtout. Ils étaient vraiment au niveau. Bon, après, évidemment, Liverpool est quand même 2 crans au-dessus, donc ils ont fait la différence, mais je ne les ai pas trouvés si énormes que ça. Hier soir, en tout cas, ils avaient une équipe un petit peu remixée. Mais Lille a été au niveau, Lille n'a pas forcément trop baissé les yeux. Et je pense qu'ils ont encore montré que la France du football avait quand même un certain niveau sur cette Coupe d'Europe, donc c'est plutôt intéressant. Et surtout l'héroïsme des Lillois qui sont réduits à 10, on le rappelle, qui égalise à 10. Alors la bêtise, on va appeler ça comme ça, d'Aïssa Mandi qui fait un sacrifice assez improbable à 40 mètres de son but et qui laisse ses coéquipiers à 10 et qui trouve les ressources pour égaliser. Un nouveau but de Jonathan David, le bourreau des cadres européens. Après, c'est vrai que Liverpool a quand même fait beaucoup de coups de butoir et s'est heurté à un grand chevalier. Bon, malheureusement, la série de 21 matchs, la série s'arrêtera à 21 matchs sans défaite pour les Lillois, mais chapeau à eux. Ils sont pas du tout hors course pour la qualification. C'était un beau moment hier à Anfield quand même. Ouais. Est-ce que Chevalier a été adoubé hier soir ? Ah oui, c'est bon. Merci. Il a été tranchant. Je quitte le show business là-dessus. Oui, parce que j'ai oublié de vous préciser qu'il y a Max à la réalisation, mais maintenant on a l'habitude. Maxime, c'est là le meilleur réalisateur de la planète. Ah oui. Et Aurore qui nous donne de la force, qui est cachée, mais qui nous donne beaucoup de force. Voilà. Bastien, on revient à toi. On passe à, on a parlé un petit peu de Liverpool-Lille, et effectivement, c'est dommage pour les Lillois, mais moi j'ai vu le début seulement du match, je suis honnête avec vous. J'ai trouvé un très 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 beau match. Ça jouait au ballon. Vrai. Voilà, c'était pas des fautes méchantes. Après, je sais pas, j'ai pas vu le reste, mais il y a eu aussi, j'ai vu la fin de Monaco Aston Villa, donc là c'est satisfaisant Monaco, Bastien.
franchement, c'était pas mal. Alors, Monaco, il restait quand même sur 11 matchs sans victoire, donc on pouvait craindre le pire, même si c'était à domicile. Mais j'ai trouvé une équipe visiblement bien remise en question, très cohérente. Et puis le but de Singo d'entrée de jeu a quand même fait du bien à toute cette équipe. Une énergie folle après. Ils ont pas brillé, mais ils ont été assez solides, donc c'est plutôt intéressant quand même. J'ai retrouvé un petit peu cette équipe de Monaco. Voilà, on est content. Il y a une équipe française qui a gagné, une tenue en échec, mais ils sont qualifiés. Alors il y aura peut-être pas de deuxième équipe vainqueur pour l'instant. Brest est en train de prendre une petite. Il y a 2-0 là. 2-0 pour le Shakhtar. Voilà, le match qui se joue en Allemagne. Le score. Ouais, le match se joue en Allemagne, mais ils sont en train de prendre. Il reste 30 minutes. Voilà, une petite leçon du Shakhtar. À 30 minutes de la fin, on a le score en direct grâce à Maxime. Je vous le dis que c'est le meilleur de la planète. Ah, mais voilà, depuis le temps. Vous voulez pas me croire, Maxime Sénat, voilà, vous cherchez le meilleur de la planète, il est chez nous. Voilà, chez Sud Radio. Donne-nous, Bastien, je te mets tout de suite au pied du mur. Donne-nous les 2 infos mercato, s'il te plaît, mon petit Bastien. Je savais que ça te plairait, mon petit tonton, mais écoute, ça parle du PSG, figure-toi. Alors, je ne vais pas du tout les déstabiliser ce soir, bien loin s'en faut. Mais alors, figurez-vous que Marquinhos, il ne sera pas retenu, alors pas forcément cet hiver, mais cet été, ça parle d'un départ de Marquinhos de manière assez insistante. On sait qu'il était très courtisé par l'Arabie Saoudite l'été dernier, et ça va revenir à la charge. Et de source proche du club, je pense que l'intéressé pourrait y accéder cet été. C'est une info. C'est une info. Après, c'est vrai que je pense qu'il pourrait pas. Pardon, après, je te laisse reprendre le film. Je pense qu'il pourrait de toute façon pas jouer dans un autre club européen. Voilà, il a annoncé plein de fois son amour pour Paris. Ça ferait bizarre de le voir. Autant Thiago Silva était parti à Chelsea, autant je pense que Marquinhos, s'il part, ça serait soit retourner au Brésil, soit aller en Arabie Saoudite. Il est quand même là depuis 2013. Il a fait. Je pense qu'il a marqué incontestablement l'histoire du club. Il a été là dans les mauvais moments, mais dans les bons aussi. Et s'il part, on lui dira merci pour tout. Mais c'est une info que tu donnes, en tout cas, qui ne sera pas retenu, alors que ça reste quand même un pilier encore aujourd'hui du dispositif et du projet Luis Enrique, en dépit de son âge un peu avancé maintenant. Ouais. Quel âge il a, Marquinhos? Il a la trentaine, non? Ouais, il a la trentaine passée. Ouais. Il n'est pas non plus en fin de carrière. C'est solide, Marquinhos. Oui, bien sûr. Il a été arrivé en Europe assez tôt, je crois, à la Roma. Et après, il a connu tout à Paris. Il s'est assagi à Paris. Et je crois qu'il a la trentaine passée, si je dis pas de bêtises. Ouais. Mais ok, ça serait une. Il a pile 30 ans. Il est né le 14 mai 94. Ah voilà. Voilà la tour de contrôle. Elle est là. Bientôt 35. C'est le Sergio Busquets de la régie. Marquage à la culotte. Voilà, marquage à la culotte. Bastien, tu as une deuxième info mercato à nous donner. Est-ce que tu es toujours avec nous, Bastien? Ouais, je suis là, vous m'entendez. Au rayon des départs, toujours, c'est pas forcément une plus grosse surprise, mais Donnarumma ne sera pas retenu. Alors là encore, c'est pas cet hiver, mais ça serait plutôt cet été. Et justement, on va reparler de Le Chevalier, le Lillois, parce qu'il serait justement en pole position pour venir le remplacer. Alors les discussions vont être très compliquées, il n'est vraiment pas facile en négociation. Mais Donnarumma, là où non plus, sera pas retenu, d'autant qu'il veut lui rentrer en Italie. Donc, ok. Voilà. Ah là, je suis pas sûr que ça fera que des malheureux, parce que j'entends beaucoup de gens dire du mal de Donnarumma. J'avais poussé un coup de gueule il y a quelque temps, parce que quand non mais c'est vrai, ça me tenait vraiment à cœur, et je le répète, quand Donnarumma est bon, c'est l'Italien, voilà, le gardien de l'équipe nationale, tout le monde s'enflamme, et quand il est mauvais, c'est le Rital, faut qu'il retourne chez lui. Et ça, c'est impossible à cautionner ça, donc c'est le côté qui me gêne quand on parle de Donnarumma. Si un joueur il est mauvais, mais ça n'a pas de rapport avec ses origines. Je dis ça n'a rien à voir avec les miennes. Non, bien sûr, mais après, il pâtit aussi du fait qu'il est arrivé après Keylor Navas, enfin pour mettre Keylor Navas dehors, Keylor Navas que les supporters aimaient bien. Il a été mis un peu. On n'a pas compris. On n'a pas trop compris pourquoi il a été tout d'un coup écarté. Sûrement l'âge, j'imagine que c'est ça, alors que ça n'a rien à voir pour un gardien, selon moi. Je suis sûr qu'il est encore très bon aujourd'hui. T'en penses quoi, toi, Bastien, de Donnarumma au PSG? Si jamais ça devait se finir, on gardera quelle image on gardera, et si c'est Chevalier qui arrive, qu'est-ce que t'en penses? Moi, très honnêtement, Donnarumma, c'est pas un gardien que j'apprécie forcément. En plus, je parle pour le coup parce que j'étais gardien quand j'étais plus jeune. Mais c'est pas quelqu'un, c'est pas un gardien qui m'a toujours impressionné. Alors pour rappeler un petit peu l'histoire d'essai, c'est intéressant que tu en parles, parce qu'ils avaient signé Donnarumma juste après l'Euro, où il avait été pour le coup énorme, et il était gratuit. Donc c'est pour ça qu'ils avaient foncé sur l'occasion qui était en or. Et effectivement, il avait remplacé Navas de manière un petit peu incompréhensible, mais c'est justement parce qu'il était gratos qu'il avait. Il avait quand même. Je te coupe, Bastien, mais il avait quand même fait un super Euro avec l'Italie, on est champion d'Europe. Oui, mais ça n'enlève pas son CV quand il est arrivé. Mais le pauvre Navas, encore une fois, et on pouvait pas dire on se souvient pas d'une bourde non plus de Navas, incroyable. Donnarumma maintenant plus régulier que Donnarumma. Oui, moi à mon goût. Navas, et
surtout, pardon, je vous coupe, le problème de Donnarumma, c'est qu'on ne voit aucune progression. C'est ça le problème. Son jeu au pied est catastrophique. Alors, il est très bon sur sa ligne, il n'y a rien à dire, mais il n'y a pas de progression évidente à l'œil nu. C'est vrai, quand il doit dégorger au pied, j'ai regardé le match avec des potes, comme on n'a pas tous des abonnements, on se regroupe. Et c'est vrai que quand il a la balle au pied, ça tremble. On est tous, d'un seul coup, on a tous la bleu-blotte. Voilà, il est pas rassurant. En espérant que ce soir, il rapporte des points. Je reviens, pendant que tu es avec nous, Bastien, je reviens sur le sondage. Voilà, sur la question, est-ce que Manchester City, on va faire un tour de table, est-ce que Manchester City, donc on a posé à nos auditeurs, on leur a demandé de voter, vous êtes plus de 1000 à avoir voté déjà, est-ce que le PSG va s'en sortir ce soir face à Manchester City? Et vous répondez non à 83%. C'est-à-dire que les ondes négatives, elles sont là. Alors, moi, j'ai envie de demander l'avis. Ton avis, Bastien, d'abord, allez, à toi l'honneur. Est-ce que le PSG va s'en sortir? J'ai le malheur de vous annoncer que je fais partie des 83%, malheureusement. T'as voté 3 fois même. Non, je pense que le PSG va encore montrer son visage sombre en Coupe d'Europe. City revient un petit peu fort et après il manque Doku, donc ça peut être une bonne nouvelle pour le PSG, mais je pense que la marche est encore trop haute. Alors c'est pas un match décisif, mais ça y ressemble quand même. Donc d'accord. On va demander l'avis de Maxime. Allez, on a 30 secondes. Moi je pense qu'ils vont pas s'en sortir non plus, ça va être très compliqué pour le PSG. Mais vous êtes tous négatifs. Ouais, je sais, mais il y a même Serge sur Twitter qui nous dit qu'il espère une victoire de City 3-0. Serge. Ouais, Serge sur Twitter qui souhaite la défaite du PSG. On peut souhaiter pas. c'est un supporter. Chacun voit midi à sa porte, comme on dit, mais on est à Paris, on est je sais pas, moi je suis supporter napolitain, vous le savez, je le crie haut et fort, mais on peut, quand il y a une équipe française qui joue, il faut essayer de les soutenir. Tu supportes la Juve en Ligue des Champions, Maurizio, ou pas? Allô? J'entends pas. Voilà. L'éternel débat. Voilà, Pierrot, ils vont s'en sortir ou pas? Toi, t'es un peu supporter du PSG. Je suis un supporter du PSG, mais pour être honnête, je serais agréablement surpris qu'il gagne ce soir. Je partage un peu ce sentiment. On a connu des grandes soirées d'attente, de grosses attentes. Un gros qui vient au parc, un match coup près. C'est vrai que City s'est refait la cerise. Ils ont collé 6-0 à Ipswich. Bon, c'était Ipswich ce week-end, mais le PSG a galéré à Lens. Et à chaque fois, on met en comparaison les formes du moment. Le PSG est certes invincible en championnat, mais quand la marche est un peu trop haute, on l'a vu contre l'Atlético, au GT au stade. Voilà, ils ont gagné à Salzbourg, mais on peut pas dire qu'il y ait d'emprise particulièrement. Et gagner par le jeu contre ce City-là, je suis pas certain qu'ils y arrivent. J'espère me tromper. À noter pour les auditeurs que Kvaratskhelia n'est pas là, il n'est pas qualifié, pas enregistré. Il faut que Paris passe pour le second Paris tour. Paris va gagner ce soir. On va faire un petit repas tous les deux. On va en reparler. J'attends toujours. On va laisser passer une petite page de pub et restez bien avec nous. Notre invité ne devrait pas tarder. À tout de suite. Vous êtes de retour avec nous sur les vraies voix du foot. Je vous cache pas qu'on est contrarié que Farid soit bloqué dans les bouchons avec Richard Duhautois, qui est quelqu'un de super intéressant. On est pressé qu'ils arrivent. Je crois qu'Aurore est parti ouvrir le studio. Je pense qu'ils vont pas tarder. On termine sur le PSG, Pierrot. Oui, donc grosse attente ce soir, encore une fois. Le PSG va gagner, tu peux le répéter. Voilà, et vous avez noté qu'il me donne un restaurant si le PSG gagne. Non, mais voilà, ça va être important de. Alors, j'ai pas les compos sous les yeux, je sais pas si Maxime tu les as, ça va être important de voir sous quel angle Luis Enrique va attaquer le match. Je pense que City va venir pour gagner. Ils ont les capacités, alors certes Doku est absent, mais voilà, ils ont récupéré Ruben Dias. Je pense qu'ils ont quand même une dynamique qui va pour eux. Les bookmakers et les auditeurs Sud Radio, vu le sondage, ne s'y trompent pas. C'est quand même toujours 83% de non. Alors, la composition: Donnarumma dans les buts, Hakimi, Marquinhos, Pacho, au milieu Nuno Mendes, Joao Neves, Vitinha, Fabien, oui exactement, c'est ça, et devant Barcola, Doué et Lee. D'accord, donc ça ressemble à un 4-3-3. Ouais, alors Mendes au milieu, il a déjà expérimenté ça contre Lens. Donc voilà, il va surfer sur la dernière compo en gros qu'il a mise en championnat. Je suis pressé de voir ce que ça va donner. Honnêtement, je suis pressé de voir et le parc va pousser. Est-ce qu'une élimination, j'arrive plus à parler, est-ce qu'une élimination du PSG serait-elle pas bénéfique pour le club? En vrai, c'est une question qu'on peut se poser. Alors je comprends la question. Nos invités arrivent. Je comprends la question, mais non. Mais pour moi, non. Pour le Paris Saint-Germain, une élimination aussitôt dans cette compétition, ils ont arrêté de le dire, mais ça reste leur objectif. Pour moi, c'est pas bénéfique. Il y aurait des enseignements à tirer, beaucoup.
parfois des mauvais enseignements, il y a des risques de précipitation. On sait comment le board parisien a fonctionné ces dernières années. Un résultat peut remettre tout en cause. Moi, je ne pense pas que ce soit bénéfique pour le PSG, une élimination aussitôt dans cette nouvelle édition de la Ligue des Champions. Et la compo de City pour ce soir, c'est Ederson dans les buts, Nunes, Akanji, Diaz, Guardiola, Kovacic au milieu, De Bruyne, Bernardo Silva, Savigno, Foden et Haaland devant. Ok, voilà, pareil, on a les deux compos. L'équipe type de City est alignée comme on pouvait s'y attendre. Voilà. Alors, nos invités sont arrivés. Farid est arrivé. Tu t'en es sorti. T'as escaladé des voitures. Vous êtes venu en Vélib. Vous avez fait comment? Eh ben, écoute, ouais, on s'est débrouillé comme on a pu avec la circulation parisienne. Ouais. Ah, je sais qu'on est écouté dans toute la France, de Bayonne, Marseille, un peu partout. Voilà. Mais les charmes de la région parisienne font que parfois. Vous n'aviez même pas une escorte. Voilà. Vous n'aviez même pas une escorte. Une escorte. Qu'est-ce que t'as pas une escorte? Attention. Une escorte. La moto. Moi, je connais que les escortes moto. Attention. Ma femme nous écoute. Elle commence à dire si on a des escortes. Nos femmes nous écoutent. Moi, je connais que les motos. Et voilà, on les embrasse bien fort. Farid, on n'a pas eu besoin de le présenter. Richard Duhautois. Bonsoir. Je peux te tutoyer? Oui, pas de problème. Voilà, moi je m'en tutoie, je tutoie. Voilà. On est très content que tu sois là. Dommage que tu es en retard, mais bon, on va tout de suite enchaîner avec toi. On va terminer le sujet sur le PSG. Tu vas le mettre à l'aise quand même. Comment? Tu vas le mettre à l'aise quand même. Oui, je vais te mettre à l'aise, t'inquiète pas. Alors, ici, je te préviens tout de suite, le café, c'est offert. Et l'eau, tu peux boire tout ce que tu veux. Il y a des cruches. Merci, c'est super simple. Tu parles pas de moi quand tu parles de cruche quand même. Non, je parle pas d'Aurore. Je voulais pas la faire cette blague. Aurore, je ne voulais pas faire cette blague. Mais, bravo Maxime. Alors, Richard Duhautois, je redis ton nom. Richard Duhautois, écrivain, économie, chercheur en économie du football. Ouais, pas écrivain, économiste. Mais t'as jamais écrit des livres. J'écris des livres, mais c'est surtout des livres d'économie. C'est pas parce que tu veux pas, c'est pas parce que tu veux pas m'offrir ton bouquin que tu réponds comme ça. Si, avec plaisir. Je l'attends parce que Farid m'a beaucoup parlé de toi, on s'est renseigné et tout, et on a plein de questions à te poser, on va tout de suite te les poser. Je vais te poser la première. Tu fais des statistiques dans le football. Ouais. Est-ce que elles sont, alors en quoi sont-elles utiles et en quoi elles ne le sont pas? Alors ça c'est une bonne question. Alors ouais, moi je vais y aller. Je vais te laisser. Tu as 1 heure. Belle carrière. Bon, les stats dans le foot, c'est historiquement, ça vient quand même des pays anglo-saxons, notamment des États-Unis et notamment dans le baseball où il y a un film très connu avec Brad Pitt qui reprend le bouquin Moneyball. Donc il avait construit une équipe avec des joueurs sous-cotés. Et en fait, ils ont gagné le championnat. Alors, je me rappelle plus en quelle année, mais ils en ont fait un film dont le nom m'échappe. Oui, je l'ai vu, j'ai vu aussi. Ouais. C'est Le Stratège, voilà, avec Brad Pitt. Ouais. Et donc, historiquement, aux États-Unis, les données dans ce type de sport se sont développées depuis les années 80-90. Et dans le foot, en fait, depuis une vingtaine d'années, ça se développe, même si le foot, contrairement au sport américain, c'est quand même un sport relativement plus aléatoire. Ouais. Donc, si je peux donner quelques petites statistiques aussi, c'est par exemple si on... T'es chez toi, Voilà. c'est pas parce que t'es en retard. On est preneur. La émission, c'est le resto, sur le plateau, tu peux dire tout ce que tu veux. Donc si on prend, il y a des économistes anglais qui se sont amusés à calculer la probabilité de gagner en fonction de certains sports collectifs comme le basket, le rugby et le foot. Et quand on est une équipe favorite, par exemple pour le foot, la probabilité de gagner, a priori, c'est 50%. Donc on a une chance sur 2. Alors que pour les autres sports, c'est beaucoup plus élevé. Donc le foot fait partie, et du moins c'est pour ça d'ailleurs que les gens l'aiment, puisque il y a le côté aléatoire très fort, et c'est ce côté qui dépasse un petit peu et qui transcende toutes les cultures. C'était Claude Leroy, le président, l'entraîneur du PSG à une époque, je ne sais pas si vous vous souvenez de Claude Leroy, qui disait un match de foot c'est une pièce de théâtre où tu ne connais pas le scénario. Oui, exactement. C'est un sport où il y a moins de points certains, pas comme le basket ou le hand où on sait qu'il y aura des buts forcément, où c'est plus incertain, c'est ça. Exactement. En fait c'est l'incertitude qui fait que, à mon avis, ça transcende toutes les cultures et c'est présent dans le monde entier. Et puis même avant, on disait, sauf aux États-Unis, mais aux États-Unis, c'est en train de se développer depuis une dizaine d'années d'une façon phénoménale. Et j'ai un frère africain, après je donne la parole à Farid, j'ai un frère africain qui m'a dit cette semaine, il s'appelle Mansour, je lui ai dit que je parlerais de lui, et il m'a dit le football, c'est l'intelligence en mouvement. Oui. J'ai trouvé ça fabuleux. J'ai dit, je te donne ma parole que j'en parlerai mercredi. Allez, Farid. Non, mais c'est super intéressant, justement, tout ce que tu nous dis par rapport au football, le fait que ce soit un sport à petit score, le fait que. Et à travers, justement, ta vision, moi, ce qui m'intéresse, c'est d'être vraiment
objectif. Là, on parle pas de je pense que, là, c'est vraiment les chiffres qui parlent. Moi, j'aimerais savoir, est-ce que en France, on est en retard justement sur le traitement de toute cette data? Alors en retard, je sais pas trop parce qu'il y a quand même des clubs qui ont notamment je pense à Marseille et à Toulouse et puis Marseille ils ont créé une cellule statistique il y a quelques années qui a commencé avec deux individus et je crois savoir mais j'en suis pas sûr qu'ils sont au moins 5 maintenant. C'était une volonté de Hérault C'était une volonté de Jacques-Henri Hérault, ouais. Et donc je peux pas répondre si on est en retard ou pas mais en tout cas culturellement. En effet, c'est pas dans la culture des Français tout ce qui est un petit peu finalement analyse statistique et notamment dans le foot. Parce que du moins là je donne un petit peu mon point de vue, mais le foot c'est énormément endogame, donc avec des gens qui étaient dans le milieu du foot, qui restent dans le milieu du foot, et pour rentrer dans le milieu du foot c'est très difficile. Donc quand on fait des stats dans le milieu du foot, en fait, la difficulté la plus grande, c'est pas que les gens et notamment les clubs ne soient pas ouverts aux data, c'est la discussion entre la cellule, par exemple, de data analyst et la cellule sportive. Ouais. Donc là, j'ai même des anecdotes là-dessus. Je peux les dire. Vous avez les anecdotes. La data, c'est la façon de scanner les joueurs, d'avoir toutes les performances physiques. Je rappelle ça pour les auditeurs. Voilà, la data. Exactement. Et puis maintenant, il y a des logiciels qui sont utilisés par les clubs professionnels, notamment, je pense à Wayscout, où toute l'information à la fois sur les performances pendant les matchs des joueurs Opta et aussi même à l'entraînement. Donc il y a des tonnes et sauf qu'il faut les traiter. Et en fait, les clubs de temps en temps ne se donnent pas les moyens de les traiter, donc ils externalisent un petit peu. Mais en fait, la chose la plus difficile, c'est vraiment la discussion entre la cellule technique et puis la cellule sportive, comme finalement en fait les directeurs sportifs, par exemple, c'est des anciens footballeurs ou des gens qui sont dans le foot et qui ne sont pas trop ouverts aux gens qui n'ont pas été. J'allais te le souffler. Voilà. Ils sont un peu fermés. Ils sont un peu fermés. Il y a une espèce de toute puissance. Voilà, moi je sais. J'ai pas besoin de ce truc-là. C'est un peu ça. J'ai une anecdote là-dessus sur l'OM, justement, sur Zubizarreta qui était directeur sportif. Et donc j'ai discuté avec lui et en effet, on essayait de lui expliquer que finalement les statistiques n'allaient pas lui prendre sa place, mais allaient l'aider à faire ses choix. Et sa réponse a été oui, Lionel Messi, c'est celui qui court le moins et pourtant c'est le meilleur. Et donc, en fait, avec une seule observation, il n'a pas compris que Lionel Messi c'était un point aberrant, c'est un joueur extraordinaire, mais que, en fait, en moyenne, on peut quand même trouver et aider la décision pour la performance des clubs, quoi, en fait. Tout à fait. Et donc, c'est peut-être ça le problème avec la France. Ouais. Voilà. Pierrot, pour continuer juste sur les statistiques, est-ce que du coup, tu dirais que les statistiques sont là pour confirmer certaines idées reçues dans le football ou plutôt les contredire? Moi, j'ai souvent un exemple et j'ai vu que tu l'avais abordé, c'est tout le temps, moi j'ai grandi avec ce principe-là, faut pas se faire justice soi-même. Quand on constate une faute quand on subit une faute dans la surface, on dit qu'il faut pas aller tirer le penalty soi-même. Est-ce que les statistiques, c'est un exemple parmi tant d'autres, est-ce que les statistiques du coup viennent contredire des idées reçues ou une tendance à plus les confirmer? Bon, c'est un petit peu les deux. Hein. En fait, les statistiques, ça sert à la fois à infirmer et puis à confirmer un petit peu nos sentiments. Et bon, dans ce cas-là, dans l'histoire de se faire justice soi-même, c'est vraiment des idées, qui ont été véhiculées sans des légendes urbaines. Voilà, des légendes urbaines. C'est comme, je me rappelle aussi c'était surtout en Allemagne où les gens disaient on est meilleur à 10 qu'à 11. Et donc, voilà, évidemment. On l'avait noté comme question. Alors, vas-y, et donc, c'est complètement faux. À un moment donné, les entraîneurs ont cru que c'était plus fluide, etc. Mais quand on observe statistiquement les victoires, les défaites, les matchs nuls, quand on est à 10 contre 11, et on a beaucoup plus de chances de perdre. Il peut y avoir un regain quand même d'un point de vue moral. Une équipe qui est réduite à 10 peut se dire allez les gars, on se défonce vraiment pour la team. Moi je me souviens d'un Chelsea PSG où le PSG avait arraché sa qualification à 10 après l'expulsion d'Ibrahimovic. Sur un but de la tête de Thiago Silva. Et là on avait vraiment vu un changement de comportement et c'est pas la première fois. Marseille cette année est allé gagner à Lyon aussi en étant réduit à 10 très. Je pense que Richard, quand il parle de stats, je pense qu'il parle de stats d'une façon générale. C'est ce que j'allais dire. Voilà, ça c'est tout à fait un supplément d'âme. Tu as un avocat, Richard. Merci. Ça c'est le ressenti. C'est le ressenti. Et là t'as l'objectivité des chiffres sur la globalité. Je comprends le fond du développement. Voilà, c'est pas parce qu'en moyenne c'est vrai qu'il n'y a pas de contre-exemple. Il y a toujours une exception qui confirme la règle. Et alors un autre truc, je pense aux Coupes du Monde.
par exemple, quand la probabilité de gagner, quand vous perdez 1-0 et vous avez un joueur expulsé, elle tend vers 0. Donc, et en la Coupe du Monde, le seul exemple, alors pour prendre le contre-exemple, je crois que c'était en 94 à la Coupe du Monde aux États-Unis, où c'était Italie, un club africain. Nigeria. Bon, Nigeria, exactement. On est mené 1-0, il reste 3 minutes et on égalise avec Roberto Baggio. Et même l'Italie gagne 2-1, alors qu'ils étaient réduits à 10. Voilà. Mais c'est le seul cas de... mais c'est voilà, l'exception qui On est obligé de passer une page de pub. Ah, ok. Et on revient tout de suite, c'est super intéressant. Et je pense que les gens commencent à comprendre vraiment je ne prends pas les gens pour des neuneux, mais les statistiques, l'importance que ça peut avoir. Et on va continuer tout de suite. On revient dans 1 minute. Restez bien avec nous. À tout de suite. Alors, on est de retour sur les vraies voix du foot. Aujourd'hui, c'est dans le speed. Voilà, on a eu des retardataires. Je donne pas de nom, mais Farid Bouadla et Richard. C'est bien, voilà. Il insiste pas sur le sujet. Hein. Vous avez toujours Pierre Grégoire, vous avez toujours Maxime à la réalisation, Aurore qui est en cachette, qui nous donne de la force. Je t'avais coupé la parole, je te la redonne. Merci. Malgré mon retard de tout à l'heure, tu m'as pardonné. Bon, moi, voilà, tout à l'heure, on a abordé le sujet des pénaltys. Bon, il faut savoir que tu as écrit 2 ouvrages, donc 20 questions improbables sur le football et Sciences Social Football Club, où justement tu abordes tous ces sujets-là. Si les gens sont un petit peu passionnés par cette vision statistique de certains aspects des choses. Les pénaltys, toi, on en a beaucoup parlé ensemble. Toi, tu avais des choses à dire sur la façon de tirer. Est-ce qu'il faut tirer en premier ou pas? Est-ce qu'il faut que le gardien reste sur place ou plonge sur un côté? Donne-nous des infos, parce que là, tu touches au foot pro et au foot amateur. Surtout au foot professionnel, notamment parce qu'il y a quand même une certaine pression. Alors je vais commencer par les tirs au but. Ouais. Donc l'histoire des tirs au but, c'est qu'il y a eu un économiste espagnol qui a fait un papier il y a une quinzaine d'années et qui montrait que quand on tirait le premier, on avait 60% de chances de gagner par rapport à tirer en second. Et en fait, on s'est aperçu avec d'autres travaux ultérieurs que c'était complètement faux. Et en fait, la probabilité, c'est la même. Il n'y a pas d'avantage à tirer le premier pour plein de raisons, parce qu'il y a la pression, il y a donc surtout la pression. Ouais. Et donc les travaux ultérieurs ont montré qu'en fait c'était plutôt 50-50. Et il y a une vraie expérience naturelle qui a été faite en Argentine dans la saison 88, si je me rappelle bien. En fait, en championnat, tous les matchs nuls se terminaient par une séance de tir au but. Et donc, comme il y a 30% de matchs nuls à peu près dans tous les championnats, et il y a eu quand même de nombreuses séries. Et en fait, on a pu observer en effet que c'était 50-50. D'accord. Et en fait, ce qui s'est passé sans doute, c'est que les données de l'économiste espagnol ont été un petit peu tronquées, j'imagine. Je sais pas ce qui s'est passé exactement, mais en tout cas, c'est une idée complètement reçue et qui est complètement fausse maintenant, qui est montrée. Mais n'empêche que la FIFA a quand même utilisé les travaux de cet économiste espagnol il y a 15 ans pour essayer de faire des petits tests. Ouais. Donc ils ont fait des tests sur les compétitions U17 notamment, et donc ils faisaient tirer la première équipe en premier et donc le premier joueur de la deuxième équipe en second, et après c'est le joueur de l'équipe qui avait tiré en second qui commençait à tirer en deuxième. Second, c'est quand il y a pas de troisième. Exactement. Ouais. Et donc ils alternaient comme ça, et donc les joueurs tiraient 2 fois de suite de la même équipe. Et en fait, ça servait à rien. Je ne sais pas si vous avez connu, je fais un aparté vite fait, je ne sais pas si vous avez connu l'usure de la chaussure. Nous, c'est ce qu'on utilisait sur les tirs au but. Le gardien, il allait voir le joueur. Et nous, je viens d'un quartier populaire. Et nous, dans le foot amateur, t'allais. Et maintenant, c'est plus possible. Les mecs, ils ont tous 50 paires de pompes. Ouais. Mais à l'époque, t'allais, tu regardais la godasse du mec. Et si elle était plus abîmée, le mec, c'était... Voilà. Ah, c'est fin, là. Mais vous n'avez pas connu ça. Info Sud Radio, l'usure de la chaussure. C'était quoi les chaussures? C'était des espadrilles? Non, mais t'avais l'usure de la chaussure. Quelqu'un qui t'avait... Moi, c'est un ami. Si les gardiens nous écoutent, l'usure de la chaussure. Les anciens gardiens, on va leur poser la question sur Twitter. Allez, Pierre, enchaîne. Mais c'est vrai, je vous jure que c'est vrai. Alors je vais passer un peu du coq à l'âne, mais c'était une question très intéressante. J'étais content de savoir d'avoir cette réponse sur les tirs au but. Maintenant, c'est aussi une idée reçue qu'il faut licencier l'entraîneur. C'est l'entraîneur qui trinque
quand une équipe est mal en point. Alors, faut-il vraiment licencier l'entraîneur quand l'équipe marche non, mal? mais alors là, ça, en effet, on a fait aussi des travaux avec des collègues là-dessus. Il a les yeux qui brillent. Hein. T'es content de la question. Non, mais c'est vrai, ça tombe bien. Ouais. Et donc, on a fait un travail il y a 2-3 ans, donc c'est très récent. Et on a pris tous les entraîneurs de Ligue 1 qui avaient été licenciés pendant la saison, pas pendant l'été. Pas pendant l'été, entre 1998 et 2018. Donc, quand vous regardez les entraîneurs qui sont licenciés, en effet, il y a une caractéristique, c'est que ils sont licenciés parce que juste avant, en fait, il y a beaucoup de défaites. Voilà. Mais le problème, c'est que on ne sait pas ce qui se serait passé si ils n'avaient pas été licenciés. Donc, ce qu'il faut, c'est trouver un contrefactuel. Donc, des équipes qui sont sur la même pente de défaite et qui n'ont pas licencié leur entraîneur. D'accord, faire le comparatif. Et faire le comparatif, parce que sinon, ça rime à rien. Puisque, évidemment, quand tu es sur une tendance une pente descendante, à un moment donné, tu remontes. Donc il faut comparer avec les équipes qui ont la même pente et qui ne licencient pas leur entraîneur. Donc on a généré aléatoirement des données et en fait on s'est rendu compte que en comparant donc des équipes qui avaient la même pente qui ont licencié et des équipes qui ont qui avaient la même pente et qui n'ont pas licencié, en fait il n'y a pas d'effet. Il y a juste un tout petit effet lorsque l'équipe qui a licencié son entraîneur joue à domicile le premier match. Il y a une espèce d'engouement, les supporters sont contents et donc il y a une espèce d'euphorie et on voit juste un tout petit effet mais qui dure un match pour l'effet. C'est il y a zéro effet. On peut pas tirer des conclusions là-dessus. Voilà. Non, en fait, bon, on est repassé à autre chose entre-temps. Moi, pour vraiment affiner sur les pénaltys tout à l'heure, est-ce qu'il y a, pour les tireurs qui nous écoutent, est-ce qu'il y a statistiquement des endroits plus facile à tirer ou... Ça, il y a plein d'études là-dessus maintenant. Il y a plein de revues. Alors, il faut croire qu'il y a quand même pas mal d'équipes de foot qui ne les lisent pas. Mais par exemple, si on décompose le but en 9 carrés. Donc 3 carrés en bas, 3 carrés au milieu et 3 carrés. 7m32, 2m44. Exactement, voilà. Et donc, si le joueur tire dans les 2 carrés, dans les lucarnes, en fait, le goal, même s'il sait où il va tirer et qu'il reste au milieu, il n'a aucune chance de les arrêter s'il tire assez fort. 100% de chance de... 100% de chance. Et après, ça descend un petit peu dans les carrés intermédiaires sur les côtés, mais en gros, quand tu tires fort sur les côtés, le goal, il n'a aucune chance de les arrêter. Donc, en fait, en sachant ça, les footballeurs, ils devraient tous s'entraîner à tirer en fait dans la lucarne. Et comme c'est des footballeurs professionnels, normalement, ils devraient y arriver. Ouais. Et donc, c'est assez étonnant. Alors après, on discutait avec Farid aussi. Il y a toujours quelques joueurs extraordinaires qui sont capables de pas prendre en compte ce genre de choses, comme Neymar quand il tire les pénaltys. Il a peut-être pas besoin de viser les lucarnes parce qu'il les marque quasiment à tous les coups. Mais en moyenne, en tout cas, c'est vraiment comme ça que les équipes devraient s'entraîner. Et pour les goals, c'est pareil. Les goals, en fait, quand vous observez bien, ils partent, du moins, il y en a beaucoup qui partent avant. Il y en a beaucoup qui partent avant. Alors qu'en fait, sachant que les joueurs qui tirent bien, de toute façon, ont quasiment 100% de chances de marquer, à quoi ça sert de partir avant? Mieux vaut attendre. Et c'est pour ça qu'il y a plein de buts, en fait, où les tireurs de pénalty tirent au centre parce que le goal, il part trop tôt. Alors après, il y a un autre problème, c'est que si le goal ne plonge pas, tout le monde va le huer. Donc il y a une autre pression qui n'a rien à voir avec la réalité. Donc c'est complexe, mais en même temps, en fait, ça se travaille, quoi, en fait. Contrairement à ce qu'avait dit Deschamps à un moment donné. Voilà. Ça y est, ça recommence. Allez, on est revenu sur... Il s'en va. Il reste 1 an et demi à tenir. Pierre, tu avais une autre question, je crois. On voulait faire un coq à l'âne. Oui, j'allais demander, mais alors, on est un peu hors sujet, mais est-ce que alors c'est une question bateau, hein, comme on dit, mais rigolote, est-ce que tous les footballeurs sont millionnaires? Parce que ça fait aussi t'as un avis là-dessus aussi. Ouais, mais ça, c'est un petit peu l'idée reçue. Voilà. C'est parce que, en fait, bon, alors, je vais dire un truc un peu technique, mais en fait, la distribution des salaires est quand même un petit peu convexe. C'est-à-dire qu'il y a très peu de footballeurs qui gagnent beaucoup et beaucoup qui gagnent pas beaucoup, qui gagnent moins que la moyenne. Statistiquement parlant. Voilà, donc c'est une courbe exponentielle et en fait, on est concentré sur ceux qui gagnent beaucoup. Sachant que ceux qui gagnent pas, en fait, après, il faut relativiser quand même, parce que même ceux qui gagnent pas beaucoup, il y en a qui gagnent relativement plus que la plupart des gens. Mais en fait, ceux qui gagnent pas beaucoup ont aussi des carrières très courtes. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que, par exemple, il y a 30% des footballeurs qui ont qu'une année de carrière. Et il y a même des footballeurs qui ont un contrat pro qui jouent jamais. Ouais. Et donc, en fait, on est focalisé sur ceux qui ont des carrières très longues et qui gagnent beaucoup. C'est un peu comme les transferts. Finalement, tu es un défenseur du football.
Oui, ça. On passe notre temps à expliquer ça. Les gens, ouais, Ronaldo, les sommes. Enfin, ok, il y a des mecs qui se gavent, mais ça fait bosser des gens derrière. Ouais, ça fait bosser énormément de personnes. Et puis, c'est quand même pour accéder au professionnalisme, c'est quand même pas un long fleuve tranquille. C'est très dur. Je pourrais donner des probabilités, mais je vais arrêter de donner des chiffres. Mais en fait, c'est comme ce que je voulais dire surtout, ce qui est important, c'est comme les transferts. On est focalisé sur les transferts chaque été notamment. Et là, en fait, on est en plein mercato. Voilà, en plein mercato, mais c'est surtout l'été. Et en fait, quand on observe bien les transferts internationaux, donc sur les transferts internationaux, il y a que entre 10 et 15% en fonction des années de transferts payants. Le reste, il y a 20% de prêts et 60% de transferts libres. Donc, parmi les 12% de transferts payants, il y en a 1% qui dépasse 5 millions d'euros. Donc la plupart des mobilités des footballeurs, en fait, c'est des transferts libres. Ouais. C'est pas un marché incroyable finalement. Donc c'est focalisé sur le Big Five. Donc dès qu'on sort du Big Five, en fait il y a beaucoup de prêts, beaucoup de transferts libres, etc. Et les montants sont ridicules. J'allais dire ridicules, ils sont pas si élevés que ça, quoi, en fait. Mais c'est vrai que d'un point de vue économique, quand on prend sur la globalité, l'économie du football, elle peut nous paraître à nous de façon assez démesurée, mais finalement c'est pas spécialement énorme l'économie du football. Bah non, parce que jusqu'à présent, c'était par exemple si on prend la Ligue 1, c'était 2 milliards d'euros le chiffre d'affaires. Donc si on cumule avec le Big Five, c'est autour de 18-20 milliards. Et si on prend tous les sports professionnels, toutes disciplines confondues, dans le monde entier, c'est 100 milliards. 100 milliards, c'est le chiffre d'affaires d'AXA. Donc, vous voyez, en fait, on a l'impression qu'il y a beaucoup d'argent. Toute l'économie du sport mondial. Globalisée, c'est 100 milliards. C'est le chiffre d'affaires d'une entreprise comme celle d'AXA. Voilà. Bon, qui est une grosse entreprise internationale. Ouais, bien sûr. Mais voilà. Et en fait, on est focalisé sur parce qu'on en parle beaucoup. En fait, du foot. Ouais, donc ça, tout le monde en parle, tout le monde parle des montants en effet des hyperstars, le montant des transferts des hyperstars, mais en fait le reste c'est pas une si grosse affaire que ça, comme on dit avec mon collègue Luc Garondel. Voilà. Non, mais c'est ça qui est intéressant à travers les chiffres. Non, mais c'est hyper intéressant de ce que tu nous donnes. Et puis ce qui est bien, c'est que les gens peuvent nous retrouver, ceux qui vont nous louper ce soir, parce qu'il y a le match, chacun a ses occupations. Sur YouTube, ils retrouvent la vidéo de l'émission et ils pourront l'écouter parce que t'envoies plein d'infos, c'est super intéressant. Ils pourront se dépatouiller de tout, écoute ce qu'il a dit, attends, je vais réécouter. Ou même aller lire ses livres après. Voilà, aller lire ses livres, alors là c'est encore... J'ai une dernière question avant qu'on passe, parce qu'on a plein de questions, et j'ai une question vraiment, moi, qui me taraude, et je suis très content que tu sois là pour y répondre. C'est le poste, pour toi, le plus important dans un effectif? Du moins, après, là, c'est pas en tant qu'économiste. Mais je vais te laisser répondre. Non, moi, les postes les plus importants pour mon expérience personnelle de joueur, je pense que c'est le goal et l'avant-centre. D'accord. Voilà. Pierre? Oui, c'est le gardien de but. J'aurais dit le gardien de but aussi. Enfin, j'aurais dit le gardien aussi. Un poste qui n'existe plus, le numéro 10. Plus important que le gardien, selon toi? Ah oui, écoute... T'as un gardien qui... Non, moi, alors là, pour une fois, on n'est pas d'accord. T'as un gardien, c'est une passoire, et ton 10, il a beau mettre des ouvertures, si chaque fois que l'équipe attaque... et puis à chaque fois, et puis derrière, il t'envoie des caviars à ton avant-centre. Mais le 10, tu peux le prendre, à un moment tu le prends, le 10. Le gardien, c'est une évidence que c'est un poste important. Ce sera un non-sens. Non, mais ce serait un non-sens que de dire que le gardien, il n'a pas une importance. C'est le poste le plus important, le gardien. Et surtout qu'on ne dit pas que le 10 ne l'est pas. Moi, je vous dis que... J'ai vécu une expérience, d'ailleurs, nos enfants avec Richard ont joué ensemble. Je me souviens d'une année où le gardien était une passoire totale, tir égale but. Tir égale but. Je peux vous assurer qu'il y a eu énormément de victoires. Ah non, c'est pas une année où nos enfants jouaient ensemble. Il y a eu un tel travail défensif qui était effectué par les joueurs, justement parce que le gardien n'était pas en mesure d'arrêter quoi que ce soit. Je peux vous assurer qu'un tir c'était but. Qu'il y a eu un réel travail de tout l'effectif pour empêcher l'adversaire de marquer. Tu t'es contredit tout seul parce que comme tu dis, le 10 n'existe plus et ça joue toujours et les équipes jouent au foot et gagnent. Alors avec un gardien... Je me contredis pas et je démords pas. Pour moi, le poste que je défendrai corps et âme jusqu'au bout, avec ou sans gardien, même seul sur le terrain, c'est le numéro 10. Oui, parce que le 10, voilà, c'est Diego Maradona. Laisse-moi avec ma réponse de romantique, s'il te plaît. Voilà, on est des nostalgiques, mais statistiquement parlant. Statistiquement parlant, du moins, j'ai pas des
j'ai en tête d'études qui ont analysé poste par poste, mais en tout cas j'ai le souvenir d'une étude qui montrait que les latéraux, donc les pistons, en fait pour faire gagner l'équipe étaient très importants dans le football moderne. Voilà. Et en fait quand on regarde bien, c'est vrai que les équipes qui jouent avec des latéraux très offensifs, même s'ils se prennent peut-être un peu plus de buts parce qu'ils défendent moins bien et ils marquent beaucoup plus de buts derrière. Tu parles bien des pistons d'aujourd'hui. Ouais, des pistons. Pas les anciens. Pas les anciens. Souvent avec bien parce que l'Inter. Les anciens, tu parles de quels anciens? Les latéraux. Gary Neville, ceux qui n'avaient pas des facultés de montée comme l'ont aujourd'hui les référents Daniel Alves, Hakimi. Mais c'est très simple. On était déjà avec, avec des générations de latéraux. Ceux qui ont un peu réinventé ce poste avec un vrai travail, c'est des joueurs comme Cafu, des joueurs, mais c'est déjà début fin 90. Ah oui, Cafu, je te rejoins, lui, il aurait son niveau aujourd'hui, il aurait pu être ce fameux piston, limite un autre milieu de terrain, plus un milieu qu'un défenseur. Le Calcio qui est en train de revenir, on revient encore un petit coup sur le Napoli, mais Naples et l'Inter c'est encore plus prononcé, mais le Napoli aussi, c'est un espèce de, on est en 4-3-3 au départ à Naples, et après ça passe vite avec des latéraux qui montent. L'Inter, c'est vraiment le 3-5-2. Et quand le 3-5-2 il est appliqué, quand il est vraiment, les latéraux ont compris, t'as les joueurs qui vont bien. C'est les deux équipes qui dominent le calcio. Alors voilà, on n'est peut-être plus le meilleur championnat d'Europe pour l'instant, mais on revient gentiment. Et voilà, c'est ça, plutôt les latéraux modernes aujourd'hui. Et puis c'est vrai, moi je pense à Jordi Alba, mais encore aujourd'hui, je trouve dans les commentaires sur les matchs, en fait les latéraux qui montent trop, je pense à Alexander Arnold aussi, qui se fait un petit peu laminer alors qu'il est super important en fait dans l'équipe. Et en fait, quand on regarde bien ces joueurs-là, finalement, ils apportent toujours du danger. Tout à fait. Voilà. Tout à fait. Le surnom. Mais il n'y a pas eu, selon moi, dans les 20 dernières années, de grandes équipes qui n'avaient pas de grands latéraux. On l'a vu avec le Barça, on l'a vu aussi avec le Real, dès l'instant où Dani Carvajal n'était plus là, Marcelo, ça a toujours été beaucoup plus grandes équipes sans des latéraux. Il y a toujours eu, pour moi, on prend France 98, Lizarazu, Thuram, ça a été, c'est un poste, c'est vrai, très important, qui est sous-exploité chez nous parce que on met souvent des joueurs par défaut à ces postes-là. Il n'y a pas de vrais latéraux de métier. Peut-être qu'on y viendra, et c'est vrai que c'est un poste super important. Voilà. On va revenir tout de suite, on va essuyer une courte pause. Oui, mais juste avant de faire une pub, Maurizio, ça vient de se terminer entre le Shakhtar et Brest. C'est Brest qui s'incline 2-0 et qui se retrouve maintenant à la 11e place du classement de la Ligue des Champions avec 13 points. Ça, c'est pas une bonne nouvelle. On revient tout de suite, on va quand même essuyer une page de pub, une petite minute. Restez bien avec nous, on revient sur les vraies voix du foot, à tout de suite. Sud Radio, 20h-21h, Tonton Maurizio. Vous êtes de retour avec nous sur les vraies voix du foot, toujours avec Pierre Grégoire, Farid Bouadla, Richard Diotois, notre invité, Max à la réalisation, Aurore qui est toujours cachée, qui nous donne toujours autant de force parce qu'elle nous donnera les stats tout à l'heure je vais surveiller, contrôler, mais du sondage qu'on a fait sur Internet, vous étiez à 85% non que le PSG n'allait pas s'en sortir. On refera un petit point tout à l'heure. On va parler de cette fameuse Ligue 3 à venir. J'ai étudié, questionné, regardé, j'ai pas vraiment d'avis. Qu'est-ce que t'en penses, Richard? Économiquement, on a plein de questions. Pour toi, c'est une bonne chose à venir parce que c'est dès l'année prochaine, c'est 2026. 2026, ouais. Alors, en fait, du moins, je vais partir de l'idée, à mon avis, parce que, en fait, l'idée, elle a quand même été... c'est un vieux serpent de mer qui date des années 90. Je crois que j'ai en tête un vieux France Football où il parlait déjà de ça. Mais l'idée générale, c'est plutôt en fait le national. Il y a des équipes très professionnelles encore, puisque celles qui descendent gardent de Ligue 2, gardent le statut pendant 3 ans maintenant. Quasiment la moitié, je crois. Et donc elles sont 10, si je me rappelle, 10 sur 17, parce qu'il y a 17 équipes. 10 sur 17. Et 10 sur 17, et il y en a 7 en effet qui n'ont pas le statut professionnel. Donc au niveau du financement en fait des clubs, ça pose un petit problème parce que les équipes qui descendent de Ligue 2, qui gardent le statut professionnel, ont des espèces de parachute payments. Comme ça veut dire que quand on descend d'une division, en fait, vous récupérez de l'argent pendant un certain temps pour vous aider à remonter en quelque sorte. En Angleterre, en plus, ils sont super élevés, mais en France, c'est pas des sommes énormes. Et en fait, les clubs de national qui sont pas professionnels n'ont pas cette manne financière, même s'ils reçoivent une toute petite partie. Donc quand on regarde le budget moyen des clubs qui ont un statut professionnel et des autres, le budget est du simple au triple. En gros, la moyenne sur l'ensemble. Donc, comme on sait
que le budget est très important pour gagner, puisqu'il y a une forte corrélation entre les budgets et les victoires. En fait, ça pose un problème d'inégalité. En fait, je pense que ça part de là. Ça peut réguler un peu. C'est pas une mauvaise idée. Voilà. Alors, ça peut ne pas être une mauvaise idée, puisque en plus, dans les autres pays européens, c'est tous la troisième division est toute professionnelle, excepté en Espagne où je pense que c'est un peu un mélange aussi. Mais c'est un mélange. Ils font des groupes en plus, des groupes. Je crois que c'est en Espagne effectivement l'exception, mais sinon dans l'ensemble. Non, en Espagne, la troisième division est professionnelle. Si. Non, mais il y a aussi des équipes qui sont pas professionnelles, je crois, en Espagne. La division Tercera, mais qui est un championnat un peu hybride, mais on est complètement. Enfin, il y a qu'à partir de la 4e, 5e division qu'on est au niveau amateur. Maintenant, en France, c'est vrai qu'on fait partie des élèves les plus en retard au niveau de la 3e division. On est sur une division, sous l'appellation amateur. C'est vrai qu'on a des clubs pro, mais on n'est pas sur un championnat professionnel. Non, bon, après, la distinction entre professionnel et non professionnel, c'est un peu compliqué parce qu'il y a quand même pour les équipes amateurs, en effet, ils ont des problèmes, du moins, elles n'ont pas le même budget lié à la distribution de l'argent de la FFF, mais il y a aussi le côté médiatique. Alors, le côté médiatique. Je t'ai coupé, mais continue. Et bon, je sais plus ce que je voulais dire, mais c'est pas grave, on va repasser sur le côté médiatique. Alors, en fait, là, d'après ce que j'ai vu, l'idée, ça serait de créer une ligue, donc une ligue 3 professionnelle, mais sous l'égide de la FFF. Un peu comme la ligue féminine de football a été créée en 2024. Ça veut dire que c'est pas du tout la ligue de la LFP. Elle veut pas du tout d'une 3e division, parce que déjà ils ont du mal à se dépatouiller avec la baisse des droits TV là, qui va s'opérer à partir de 2025-2026. Donc évidemment, avoir géré une 3e division, c'est ça serait super complexe. Sachant qu'en plus les droits TV, en fait, ils sont essentiellement pour la Ligue 1. Parce que la Ligue 2, elle récupère pas beaucoup, en fait. Donc, on avait fait un sujet là-dessus. Voilà. Et donc, s'il y a une Ligue 3, donc c'est même pas la peine, quoi. Donc oui, c'est ce dont j'avais peur au début quand j'ai vu que l'info était sortie, que ça avait été validé, ce projet, une sorte de volonté de refaire une ligue professionnelle pour la revendre, déjà qu'ils ont du mal, comme tu l'as très bien dit, avec la Ligue 2 déjà, et puis finalement en s'apercevant que c'était plus une zone d'expérimentation, je me suis dit pourquoi pas. Alors comme Maurizio, je me suis dit j'ai pas encore d'avis, c'est peut-être trop tôt pour en parler, mais voilà, sur le projet j'ai eu peur au début, ils vont essayer de nous vendre quelque chose, peut-être en faisant venir des joueurs de renom dans cette Ligue 3, on sait pas, pour essayer de la vendre comme il se peut, comme ils peuvent plutôt. Et puis au final, le fait que ce soit plus une zone d'expérimentation, semble-t-il, avec le salary cap, potentiellement la sonorisation des arbitres, c'est plus ça qui m'a, convaincu, même si j'attends de voir ce que ça va devenir. Bon, moi je rebondis sur le salary cap. Ça m'épate toujours qu'on parle de salary cap dans c'est le projet qui en parle. Je sais, mais en fait, le salary cap, quand même, je peux faire un petit aparté sur les ligues fermées et les ligues ouvertes. Donc, le salary cap dans les ligues fermées, donc comme aux États-Unis, quand il n'y a pas de promotion et relégation, pour simplifier, c'est un moyen de redistribuer les cartes pour les équipes qui commencent le championnat. Donc il y a pas de descente. Il n'y a pas de montée, donc c'est toujours les mêmes équipes qui jouent. La NBA, quoi. Comme la NBA, comme la NFL, comme la MLS, comme la Ligue de hockey. Et en fait, c'est un moyen de limiter en fait la masse salariale pour que les équipes qui étaient dernières la saison d'avant puissent retrouver l'équilibre compétitif. Donc la draft, c'est exactement pareil. C'est ces deux mécanismes en fait qui servent à rééquilibrer, parce que sinon ça serait toujours les mêmes équipes qui gagnent. Et puis en fait, si ce sont toujours les mêmes équipes qui gagnent, bon, ça c'est pas tout à fait vrai pour le foot, mais pour les autres sports, ça pose un problème parce que les consommateurs en fait se lassent un petit peu. Donc le salary cap, là, dans les ligues fermées, c'est un montant. Dans les ligues ouvertes, on peut pas faire de salary cap parce que si imaginons, on fait un salary cap sur le Big Five. Donc le budget des clubs anglais, c'est pas du tout le même que le budget des clubs français. Donc si on plafonne la masse salariale, c'est pas possible parce que les salaires ne sont pas les mêmes. Irréalisable. Donc c'est possible dans les ligues fermées simplement. Et donc si on donne un pourcentage de la masse salariale, donc de toute façon ça va servir à rien, puisque par exemple j'ai en tête que le plus petit budget de National c'est 2 millions, c'est Aubagne je crois, et le plus gros budget c'est Valenciennes, 14 millions. Donc si on met à 60%
le salary cap, par exemple, en pourcentage du chiffre du budget. En fait, au bagne, de toute façon, ils pourront pas s'acheter autant de joueurs que Valenciennes. Donc ça, c'est vraiment des trucs qui servent à rien du tout. Et en fait, en économie, le salary cap, c'est un moyen pour les actionnaires de capter la rente. Ça veut dire que quand vous mettez un salary cap, et notamment donc je parle dans les sports aux États-Unis, c'est un moyen, si vous faites le partage du profit, si vous mettez un salary cap, les salariés, donc les joueurs, ont beaucoup moins que les actionnaires. Ouais. Et l'intérêt, en effet, qu'il n'y ait pas de salary cap, c'est qu'en Europe, ce sont les footballeurs qui captent l'ensemble une plus grosse partie de la rente. Moi, alors, justement, sur ce projet de Ligue 3 professionnelle, sur la forme, je trouve ça bien. Parce que bon, comme on l'a dit, on fait partie des élèves un petit peu en retard au niveau européen, et ça amènerait forcément un petit peu d'avoir une 3e division professionnelle. Moi, je le vois d'un bon œil. Maintenant, sur le fond, il faut vraiment se dire que il faut un modèle économique viable. Moi, je me pose vraiment la question quand je vois l'état de santé, alors que ce soit des clubs de Ligue 1, Ligue 2. Alors, si on commence à taper sur des clubs de niveau national, j'ai quand même des vraies questions. Pour toi aujourd'hui, Richard, j'aimerais bien que tu puisses nous éclairer sur la viabilité économique d'un tel projet, parce que je vois mal comment des clubs amateurs, au statut amateur, ou des clubs survivants sur le statut professionnel, comment peuvent y arriver? Bon, alors ça c'est une vraie question, surtout aujourd'hui, surtout avec avec la baisse des droits TV liés à la fois moi j'ai dit la faillite de Mediapro, mais au fait que Mediapro se soit retiré, au fait que CVC a racheté, ait pris 13% du capital de Média, LFP Média. Ah ouais, mais ouais, alors, ça c'est une erreur. Parce qu'ils auraient pu tout à fait s'endetter, et puis en effet c'était pas à vie, mais je sais plus. La viabilité économique. Donc c'est un peu compliqué pour le football français, et notamment, alors là en ce moment on est un peu protégé parce que en fait en 2024-2025 il va quand même encore y avoir les droits TV de DAZN et de beIN qui sont quand même autour de 500 millions en gros, et 40 millions pour la Ligue 2. Mais comme CVC Partner a donné son 3e montant là au mois de juin, en fait pour 2024-2025 on est quand même un petit juin, les clubs de Ligue 1 sont sauvés. Mais par contre à partir de 2025-2026, en fait, les droits TV, a priori, vont chuter, notamment puisque DAZN risque de se retirer parce qu'ils ont, ils ont une clause. Et ils ont que 400 000 abonnés, si je me rappelle bien, il leur faut 1,5 million. Mais cette Ligue 3 va profiter un petit peu des droits télé ou pas du tout? La Ligue 3, c'est Ligue 3. Ben non, alors justement, j'en viens, merci Farid de me remettre dans le droit chemin. Donc, dans la Ligue 1 qui capte une grosse partie des droits TV et qui vont fortement diminuer a priori, la Ligue 2 qui capte quand même une toute petite partie des droits TV, il a 40 millions sur toute l'année pour les 18 clubs, et donc la Ligue 3, avec quand même pas beaucoup de spectateurs, quand même, dis-moi, je sais qu'il y a des matchs qui sont compliqués à mettre en place. Ça va être compliqué à mettre en place. Alors, moi, je dis que ça va être compliqué d'un point de vue économique, mais après, finalement, d'un point de vue équité, c'est quand même plutôt pas mal que des clubs au sein d'une même ligue aient un peu le même statut. Et puis, il y a une autre chose qui est quand même importante, c'est la protection des footballeurs. C'est-à-dire que là, en national, c'est des contrats fédéraux. Et donc tout le monde n'a pas de contrat, du moins pour les clubs. Mais vu que ça va rester sous l'égide de la FFF, on continuera à avoir des contrats fédéraux. Et alors c'est assez marrant parce que la Ligue féminine de football professionnel, la professionnalisation là, qui a eu lieu cet été, en fait, moi j'avais l'impression qu'ils allaient être un petit peu protégés et ne plus avoir de contrats fédéraux et des contrats. Et en Richard, je te coupe parce que j'ai une mauvaise nouvelle, une bonne. La mauvaise, c'est qu'on est obligé d'arrêter parce qu'on est pris par le temps. La bonne, c'est qu'on va te réinviter. Super intéressant. Il faut à tout prix qu'on partira la veille. Vous partirez la veille, vous prendrez une petite chambre dans le coin, vous réserverez un petit truc et puis on fera une émission plus longue. Vous retrouvez demain Lionel Rousseau avec Michel Moulin dans butfootballclub.fr à partir de 20h, 21h. Nous, c'est le mercredi, tous les mercredis 20h, 21h. Merci à vous. Le sondage, je fais un dernier point sur le sondage. On est toujours à 85% de personnes qui disent que Paris ne passera pas contre City. On va voir ça. Voilà, on verra ça. On vous dit merci à tous, merci Aurore, merci
Maxime, et un rendez-vous mercredi prochain. Merci d'être venu, Richard. Merci, on va refaire Richard. une émission, promis.